Bonjour et bienvenue sur la RDLC, radio du lycée du Couserans. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous concerne tous, le sport. Et oui, que nous fassions du sport tous les jours, avec assiduité ou de temps en temps pour ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui sont flemmards, et on les comprend, nous faisons tous du sport. Noémie, qui a étudié la question, nous fera un retour sur la question du sport au quotidien. Si pour certains, c'est un moyen d'entretenir sa santé, pour d'autres, c'est tout un business. Sacha vous parlera de ces sportifs qui utilisent la technologie au service de la performance. Mais sans partir sur de la science-fiction, il suffit de regarder nos stations de ski. Télésièges, neige artificielle, les équipements sont nombreux et non sans conséquences. On vous réserve un débat croustillant sur cette pratique, de moins en moins en vogue. Ne partez pas, on ne va pas vous laisser geler sur place. Heureusement, Rémi est là pour vous expliquer que le froid, ça peut avoir son intérêt. C'est même une méthode très utilisée. Par les sportifs. La thérapie par le froid, vous connaissez ? Voilà, c'est ça, on pourra vous expliquer. Et puis, il y a autre chose aussi que vous pourriez découvrir. Allez, plaisantez pas, ne me dites pas que le hockey sous glace, ça vous parle. Si ? Bon, tant pis, vous écouterez quand même Mathéo parler, il en vaut la peine. Vous adorerez écouter Nansa aussi. Elle parle de l'équitation, une de ses passions. Vous savez, le sport avec un humain et puis un cheval. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un peu plus connu. Et pourtant, le cheval est un animal mystérieux auquel il faut savoir parler, avec douceur et légèreté. Elle vous en reparlera tout à l'heure, et mieux que moi. Au fait, c'est vrai, moi c'est Lucie, et je vais vous accompagner tout au long de l'émission, vous savez, pour les transitions, tout ça. Mais allez, vous êtes impatients, je vous remets entre les mains de Noémie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la pratique du sport chez les jeunes en France. Sommes-nous assez actifs au quotidien et par rapport aux autres pays ? En France, la plupart des adolescents font du sport, que ce soit à l'école en EPS ou en dehors, dans un club ou pour le plaisir. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que nous sommes loin d'être le plus sportif d'Europe. Selon une étude récente, près des 3 quarts des jeunes Français ne suivent pas les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui conseille au moins 1 heure d'activité physique par jour. À titre de comparaison, dans des pays comme les Pays-Bas ou la Suède, les jeunes sont bien plus actifs, notamment parce qu'ils ont l'habitude de se déplacer en vélo ou de pratiquer des sports en extérieur au quotidien. Mais alors, pourquoi les jeunes Français bougent-ils moins ? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Déjà, le manque de temps. Entre les cours, les devoirs et parfois les écrans, il reste peu de place pour l'activité physique. Ensuite, l'accès aux infrastructures peut être un problème. Dans certaines villes, il n'y a pas assez d'espace pour faire du sport librement et les clubs peuvent être coûteux pour certaines familles. Une enquête a d'ailleurs révélé qu'un jeune sur 3 considère le sport comme trop cher, ce qui peut décourager certains à s'inscrire dans une activité régulière. Heureusement, des initiatives existent pour encourager les jeunes à bouger davantage. Le Pass-Sport, par exemple, aide financièrement les familles à inscrire leurs enfants dans un club. Les événements sportifs, comme les Jeux olympiques qui approchent, sont aussi une bonne occasion de donner envie aux jeunes de se remettre au sport. Et puis, il ne faut pas forcément s'inscrire en club pour être actif. Marcher au lieu de prendre le bus, faire du vélo, une randonnée entre amis, tout compte. Alors, pourquoi ne pas essayer d'intégrer un peu de plus de mouvement dans nos activités ? Trouver une activité qui nous plaît peut vraiment faire la différence, que ce soit pour la santé, le moral ou juste pour s'amuser. Au fil du temps, on a pu voir que les performances sportives se sont fortement améliorées, avec un meilleur niveau global des sportifs. Par exemple, nous retrouvons plus d'athlètes qui descendent sous la barre des 10 secondes aux 100 mètres qu'avant. Cette hausse du niveau sportif a donc donné lieu à de multiples records. Mais dans le sport, il y a un facteur dont on ne parle pas forcément, c'est celui des différentes innovations, que ce soit du matériel sportif ou des façons de s'entraîner qui permettent de contribuer à ces performances. Je vais donc vous en citer quelques-unes de ces innovations et vous expliquer comment elles fonctionnent, puis quelles sont les conséquences sur notre organisme. Alors en premier, je vais vous citer la chambre d'hypoxie. Alors ce système, il a été inventé en 1999 à Prémanon dans le Jura. Ce système est en fait une chambre qui permet de simuler l'altitude et donc le faible taux d'oxygénation, et par conséquent développerait la production de globules rouges dans le sang et développer l'endurance. Cette méthode d'entraînement est notamment utilisée par des sportifs de montagne tels que des alpinistes, des cyclistes, des coureurs, pour simuler des conditions d'altitude sans forcément être présents dans la montagne. Par la suite, je voulais vous parler d'une innovation révolutionnaire, celle des plaques carbone dans les chaussures de course.
Alors ce système aussi, il a été inventé en 2016 par Nike. Le principe est simple. C'est qu'on met une plaque de carbone, donc un matériel très léger, dans une semelle. Et ceci permet aux coureurs, autant marathoniens que sprinteurs, d'avoir une meilleure restitution de l'énergie et de favoriser une foulée plus efficace. Alors d'après certains scientifiques, cette technologie permettrait de gagner près de 4 voire 5 minutes sur marathon. Mais cette technologie est vraiment utile si on court à une allure supérieure à 13 km/h. Et pour finir, nous allons parler de la place du numérique et des datas dans le sport. De nos jours, peu importe le sport, des outils connectés sont là. Que ce soit les montres qui nous indiquent nos parcours GPS, notre rythme cardiaque, ou encore le ballon de foot connecté de la Coupe du Monde 2026. Alors tous ces outils vont en fait permettre d'analyser les entraînements ou les performances en compétition pour trouver de potentiels axes de progression pour le sportif. Mais aussi suivre sa récupération et son état de santé. Je pense notamment aux montres qui nous indiquent notre qualité de sommeil après une nuit. Alors toutes ces avancées technologiques vont permettre aux sportifs d'avoir d'excellents résultats et parfois même à contredire la science. À l'image de Usain Bolt avec son chrono de 9 secondes 56 sur 100 mètres qui a donné lieu à une réévaluation des limites de vitesse humaine de la part des physiologistes. Merci Sacha pour ces précisions techniques. On se retrouve pour le débat juste après une page de pub. Vous vous sentez fatigué quand vous avez couru ? Vous souffrez de courbatures après une rando en montagne ? Optez pour 1 litre d'eau 100% certifiée fraîche et désaltérante. Boire c'est si bon. Dans la limite des stocks disponibles. Une possible rupture de stock est à prévoir d'ici 20 ou 30 ans. Et nous revoilà sur la RDLC. S'entretenir la santé, se faire plaisir, c'est essentiel, mais est-ce acceptable au détriment des autres ? C'est parti pour le débat. Accrochez-vous bien, ou plutôt accrochez vos skis, on part sur la neige. Bonjour Amélie, vous êtes skieuse régulière sur les pistes, vous me disiez ? Oui, c'est ça. Bonjour Laura. Oui, moi je pratique le ski assez régulièrement. Je vais dans différentes stations, mais surtout dans les Pyrénées. Et je suis allée quelques fois dans les Alpes. Et je trouve que la pratique du ski, c'est vraiment ma passion. Merci. Bernadette, vous êtes athlète, c'est votre profession. Vous skiez donc tous les jours, vous vous entraînez régulièrement ? Oui, bonjour. Je skie régulièrement, c'est mon métier, c'est ma passion et j'ai mes entraînements tous les jours. Bonjour Clotilde, vous êtes directrice d'une station de ski. Vous nous parlerez peut-être plus du côté économique. Je sais que ça fait circuler beaucoup de monde, une station. Voilà, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci à vous de m'accueillir. Et oui, effectivement, je gère une station de ski et je serai heureuse de vous en parler. Merci beaucoup pour votre présence. Merci aussi à Johanna, bonjour. Bonjour. Vous êtes pas vraiment skieuse, je crois que vous n'aimez pas vraiment ça. Vous allez contrebalancer un peu peut-être nos arguments. C'est ça, exactement. Moi, j'ai presque jamais skié et voilà, je suis là pour parler d'une autre facette par rapport au ski. Merci. Alors, on sait que le ski, donc, c'est une pratique assez onéreuse. Amélie, comment vous faites, vous qui skiez régulièrement, pour gérer le côté financier ? Est-ce que vous skiez régulièrement et vous avez les moyens pour ça ? Alors, de mon côté, oui, j'ai les moyens, sinon je ne pourrais pas me le permettre. Mais malheureusement, c'est très peu des Français qui peuvent se permettre de skier. C'est moins de 10%. Et donc, je comprends très bien que c'est une grande chance de mon côté d'avoir cette opportunité. Mais c'est vrai que le ski coûte très cher déjà par les forfaits, tout le matériel nécessaire, puis le coût du transport pour atteindre les stations. Donc, le restaurant et la nourriture là-haut, c'est très cher. Donc, oui, en effet, c'est parfois trop et non abordable pour certains. Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir de la famille qui m'aide pour ça. Et puis aussi, à force de skier pendant plusieurs années, j'ai acquis des avantages d'ancienneté dans les stations. Et puis, les forfaits à l'année me permettent de payer moins cher puisque j'y vais vraiment régulièrement. D'accord. Donc ça fait une grande rentrée d'argent pour vous, Clotilde. Exactement, merci beaucoup. Non, moi je gère cette station depuis des années et je vois à quel point elle est essentielle. Ce n'est pas juste un endroit pour skier, c'est le cœur de notre région.
Et elle fait vivre des dizaines de familles, que ce soit moniteurs, restaurateurs, loueurs. Donc si cette station venait à fermer, ça serait toute une économie qui s'effondrerait. Oui, c'est vrai. Néanmoins, en dehors du côté économique, il y a toute une considération peut-être plus écologique. Johanna, vous ne skiez pas pour peut-être des considérations plus planétaires, on va dire. Oui, donc moi je ne skie pas, déjà parce que étant plus jeune, je ne pouvais pas me le permettre, c'était trop cher. Et ensuite, eh bien maintenant, je me suis renseignée beaucoup sur l'impact environnemental du ski, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à réguler aujourd'hui avec les problématiques et les tensions environnementales actuelles. Je pense qu'il faut vraiment essayer de tous se remettre en question par rapport à ce sport. Bernadette, ça ne vous pose pas de problème qu'on critique ainsi votre sport? Parce que pour vous, comment vous allez faire si demain on dit que le ski, c'est pas une bonne chose pour l'environnement? Vous êtes... Si on suit ce principe, dans ce cas-là, on devrait arrêter beaucoup de choses. Il n'y a pas uniquement le ski. Le ski, c'est très important pour l'économie comme pour les stations, mais aussi dans le sport pour les marques qui sponsorisent, pour les coachs et pour les sportifs comme moi. C'est mon métier, j'ai besoin pour vivre. Et est-ce que vous avez déjà justement essayé de repenser votre métier par rapport à des considérations écologiques? Vous limitez à certaines pistes, certaines stations plus respectueuses? Je ne sais pas comment ça marche. Oui, je peux aller dans des stations où il neige, où il y a beaucoup de neige. Oui, Amélie, vous voulez rebondir sur les impacts environnementaux? Oui, merci Laura. En fait, je me suis aussi renseignée, comme vous, Johanna, donc, sur les impacts environnementaux. Et en fait, il est certain que les machines pour faire fonctionner justement la neige artificielle, mais aussi les remontées mécaniques, bien sûr qu'il faut beaucoup d'énergie, d'électricité, que ça a des effets négatifs sur l'environnement, mais on se rend compte qu'en fait, le ski, c'est pas fini pour autant. En fait, ça va être possible encore assez longtemps finalement dans le siècle de continuer. C'est seulement quelques petites stations qui représentent très peu au niveau économique en fait, qui vont devoir fermer. Et aussi pour dire que on dit souvent qu'il vaut mieux faire peut-être du ski de randonnée ou des raquettes, mais en fait on se rend compte que même si le ski de randonnée ça n'impacte pas directement sur le réchauffement climatique, et ben en fait comme c'est un peu partout dans la montagne, cela rend la vie des animaux sauvages plus difficile, surtout en hiver, là où ils sont, au moment où ils sont le plus faibles. Et donc, en fait, ce serait pas vraiment la meilleure solution, en fait. Et pour l'instant, donc le ski, comme l'ont dit Bernadette et Clotilde, ça a un très grand bénéfice économique. Et donc, si ça s'arrête, il y a beaucoup d'emplois qui vont se perdre. Et en fait, c'est seulement pour la première moitié du siècle des petites stations qui vont fermer, et à grande échelle, en fait, le ski pourra encore continuer un certain temps, surtout grâce donc à l'artificialisation, même si cela a beaucoup de côtés négatifs, dont les retenues d'eau collinaires dans les stations, où il y a de 1 à 3 lacs par station, où il faut creuser dans la montagne, ramener de l'eau, et donc ça, c'est très polluant, et j'en prends bien conscience. Donc est-ce que vous pensez que pour justement assumer cette partie écologique, il ne faudrait pas anticiper le changement qui va forcément avoir lieu, même si vous dites que ce sera peut-être dans longtemps, peut-être qu'on a encore jusqu'à la fin du siècle, il y a forcément un changement qui va se faire. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des mesures qui permettraient d'anticiper? Certaines stations essayent de trouver des solutions à donc, les impacts environnementaux sur leur enneigement dans leur station. Et donc, un modèle qui est vendu aux stations, qui s'appelle le Clean Snow, est disponible. Et donc, il permet aux stations de visualiser leur enneigement en variant dans le temps les paramètres climatiques, en prenant en compte la neige artificielle. Et donc, il leur permet de voir si la neige ne sera absolument plus présente dans quelques années. Et là, ils peuvent mettre en place donc des plans de fermeture de stations. Mais dans la plupart des grandes stations, surtout dans les Alpes,
qui représente 70 à 75% du ski français, en fait, quasiment aucune station n'est touchée puisqu'elles sont toutes en moyenne et haute montagne et donc le manteau neigeux est assez suffisant. Merci pour ces éclaircissements. Oui, Johanna, je vous en prie, vous voulez rebondir ? Oui, c'est ça. Donc, vous avez parlé des infrastructures qui vont changer, de stations qui vont fermer. Mais je pense qu'il faut aussi réellement penser et réfléchir à ce qu'on va faire des stations de ski qui vont être abandonnées, de toutes les infrastructures qui sont construites en haute montagne, qui perturbent la biodiversité. Et on ne peut pas juste les laisser comme ça. Il va falloir faire quelque chose, soit les reconvertir en d'autres choses plus durables. Mais en tout cas, il y a vraiment cette question à se poser. On ne peut pas juste fermer les stations de ski. Et au niveau des infrastructures, je pense à un truc. Ce qui se fait maintenant beaucoup, c'est les luges sur rail en été pour reconvertir donc, les stations de ski. Tout à fait. Oui. Pour garder l'économie, justement, le fonctionnement économique en été. Je ne sais pas si vous avez adopté ce système dans vos stations, Clotilde, par exemple. Exactement, c'est vrai qu'on parle souvent d'écologie et c'est important. Mais par exemple, pour ma part, ma station évolue puisqu'on s'adapte, on propose justement des activités toute l'année. Donc la luge d'été en fait partie. Et voilà, on essaie de travailler avec la nature et pas contre elle. Et on trouve ça important que la montagne elle reste vivante toute l'année. Justement pour pas abandonner les infrastructures. D'accord. Juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Johanna, elle a dit qu'en haute montagne, les infrastructures allaient être délaissées. Mais non, justement, c'est celle de basse montagne. En haute montagne, il restera largement assez de neige. Mais je suis totalement d'accord avec vous sur ce point. Sinon, Johanna, bien sûr qu'il faut repenser cette question des fermetures de stations. Parce que c'est vrai que tout ça a été forcément construit à une époque et ça a forcément dérangé la nature. Donc, je pense que c'est sûr qu'il faut se poser les bonnes questions. J'ai pas la réponse maintenant. Merci. Et puis... en ce qui me concerne, je tiens à préciser que ce n'est pas la station qui pollue le plus, puisque concernant les danneuses et les remontées mécaniques, elles émettent seulement 1 à 2% de CO2, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors que les principales émissions, en fait, elles viennent de ce qui est à côté des stations, c'est-à-dire les logements ou encore le transport qui lui en produit énormément. Et après une bonne session de ski avec les muscles bien usés, des pentes follement dévalées, il faut maintenant penser récupération. Alors avant de vous laisser tenter par la vision réconfortante d'une bonne douche chaude, laissez-moi vous présenter les bienfaits de la récupération par le froid, puis vous présenter un personnage adepte de cette pratique, j'ai nommé Wim Hof. En effet, on pense souvent au bain chaud pour détendre les muscles, mais l'immersion dans l'eau glacée ou même une simple douche froide a des effets hautement bénéfiques. On parle alors de réduction de l'inflammation, amélioration de la circulation sanguine, boost du mental et j'en passe. Beaucoup d'athlètes de haut niveau plongent dans des bains glacés après l'entraînement. Et puis il y a ceux qui vont encore plus loin, comme Wim Hof, surnommé The Iceman. Ce Néerlandais a mis au point une méthode mêlant respiration, immersion dans le froid et contrôle mental. En bref, il grimpe des montagnes torse nu, reste des minutes entières dans l'eau gelée à 0 degré et il n'est pas fou. En effet, sa méthode a été bien étudiée scientifiquement et prouvée bénéfique. Alors, après votre prochaine session de ski, pourquoi ne pas tester une douche froide ? Pas besoin d'aller aussi loin dans la pratique que Wim Hof, parce que rien qu'une petite exposition de 30 secondes à la fin de votre douche quotidienne pourrait apporter une bonne partie des effets bénéfiques. Merci Rémi pour ces éclaircissements. On y voit un peu plus clair sur l'intérêt de se cailler de temps en temps. Attention, tout est une question d'équilibre. Pour autant, ne soyons pas fous, soyons performants. On vous retrouve tout de suite sur la RDLC. Je crois que Wendy et Luna ont prévu un intermède publicitaire. Je décampe, mais je reviens. Restez avec nous sur RDLC. On raconte qu'un moine portugais aurait découvert l'ingrédient ultime pour la prise de muscle. Mais malheureusement, alors qu'il rédigeait cette fameuse recette, il décéda. Mais pour vous, grâce à Promax Titan 9000, vous bénéficierez de cette demi-recette et surtout de nos savoir-faire depuis 2025. Une poudre 100% naturelle, mais surtout écologique, parce qu'on recycle la sueur de nos champions olympiques. Avec un goût inoubliable aux crevettes et à la barbe à papa. Un effet de surpuissance, vous ne sentirez même plus le poids de votre t-shirt. Pour des muscles en béton, pour impressionner tonton.
Avec Promax Titan 9000, plus besoin de vous cacher, c'est vous qui les terrorisez. Effet secondaire possible, poussée de poils intense, ne pas utiliser si vous faites du sport. Demandez conseil à votre podologue. Et maintenant, place à Mathéo et Elijah qui vont nous parler de sports dont vous ne connaissez même pas le nom. Place à des sports insolites. Avec mon compère Mathéo, on vous a déniché quelques sports des plus inconnus et insolites. On peut d'ailleurs penser en premier à un sport qui est pratiqué dans une toute petite région du Royaume-Uni, le cheese rolling. C'est une tradition anglaise qui consiste à poursuivre une meule de fromage dans une pente de plus de 200 mètres. Le gagnant peut repartir heureux avec son fromage, bien sûr s'il n'est pas hospitalisé, étant donné que ce sport est tout de même très très dangereux. On a aussi comme sport aéronautique des plus étranges, le wingsuit. Ça consiste à partir d'un avion en vol avec une combinaison bien spécifique qui peut nous rappeler des écureuils volants. Donc on plane dans les airs jusqu'à ce que notre parachute se déploie quand on est trop près du sol pour atterrir en toute sécurité. Maintenant, place au sport insolite aquatique. Nous en avons déniché des plus rocambolesques, comme par exemple le hockey sous glace, qui se joue dans les lacs gelés en apnée. Ils sont équipés de combinaisons de plongée et d'un tuba. Pour rester dans le domaine entre guillemets aquatique, et je dis bien entre guillemets, car je vais vous parler de la natation dans la boue, où les nageurs font donc un 100 mètres aller-retour dans une eau boueuse et crade. Merci Elijah et Mathéo, merci beaucoup pour cette chronique des plus intéressantes et la présentation de certains sports dont, voyez-vous, à ma plus grande honte, je n'avais jamais entendu parler. J'espère que je ne suis pas la seule et qu'on vous a par exemple fait découvrir certains sports insolites, tip top pour placer dans une conversation. Allez, c'est le défi, le premier qui le place à un dîner, je le médaille. En parlant médaille, on peut parler compétition. Peut-être certains d'entre vous ont vu l'équitation au JO 2025. C'est en tout cas un sport très pratiqué des Français et qui n'est pas sans spécificité. Rigueur et sensibilité sont de mise. Nansa vous en parle tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Nansa et nous allons donc suivre avec une chronique sur le thème de l'équitation. Loin d'être un sport insolite, cette activité qui a plus de 4500 ans a toujours fait partie de notre histoire et l'être humain s'est toujours servi du cheval comme moyen de déplacement pour se rendre d'un point A à un point B pour la guerre ou le commerce. Pour vous donner quelques chiffres, l'équitation est le 4e sport français, comptant ainsi 620 000 licenciés partout en France en 2025. Par ailleurs, 80% environ sont des femmes et 56% de la population cavalière a moins de 16 ans, faisant de lui un des sports les plus féminins et un sport très jeune. Mais alors, qu'est devenu ce sport aujourd'hui ? Pourquoi peut-on parler d'éthique de l'équitation et surtout, comment a-t-il évolué et s'est-il diversifié ? Alors, pour commencer, on peut identifier 2 branches dans l'équitation qui, bien sûr, se redivisent en autres familles et autres aspects. L'équitation dite classique, qui est assez traditionnelle, et l'équitation nouvelle, qui est plus ouverte. On peut aussi dire qu'elle est plus progressiste, qui est basée sur le respect du cheval. L'équitation classique, c'est celle qu'on connaît tous. C'est quand la pratique, donc la manière de monter, est la plus traditionnelle. On va faire du saut d'obstacle, du dressage. Mais attends, je te coupe. C'est quoi le dressage ? Donc le dressage, c'est quand on va entraîner son cheval à réaliser diverses figures de précision avec son cavalier. Ça va être des cercles d'un diamètre précis, un galop à telle allure, des déplacements latéraux. Bien sûr, dans l'équitation classique, on va plutôt monter avec des mors, c'est-à-dire l'outil en fer dans la bouche du cheval. On peut aussi avoir recours aux éperons et aux enraînements, même si ce n'est pas du tout obligatoire et c'est pas non plus tout le temps utilisé, mais c'est ce qui est majoritairement fait. On peut donc caractériser cet aspect-là beaucoup plus compétitif, avec des outils de travail qui peuvent être remis en question, puisque le cheval va parfois devenir plus un outil pour arriver à une performance plutôt qu'un réel animal. Et puis ensuite, de l'autre côté, on a l'équitation plus respectueuse, plus moderne, et encore en évolution, en changement, puisqu'elle est assez récente et on fait sans cesse de nouvelles découvertes dessus, donc elle est même encore en création. Le début de cet aspect remonte au cow-boy chuchoteur. On a tous l'image de Robert Redford dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Eh ben, c'est ça, c'est ces anciens cow-boys qui s'inspirent des Indiens, qui ont cherché à comprendre le cheval et à créer quelque chose de plus profond avec lui. Aujourd'hui, on a par exemple l'école de la légèreté, où on va chercher à connaître extrêmement bien le cheval, on va exclure tout outil violent ou coercitif et on va vraiment vers une remise en question de notre manière d'apprendre. Donc c'est une sorte de philosophie, de méthode d'apprentissage qui vise l'absolu respect et l'écoute de son cheval. Il y a aussi l'équitation éthologique qui reprend de nom les études scientifiques sur les comportements animaux. Donc dans cette équitation éthologique, on a la liberté. Donc ça consiste à mettre son cheval totalement libre, donc sans outil ou licol, dans un espace clos et rond.
et à essayer de se connecter à lui, de capter son attention afin de lui faire effectuer des exercices ou d'étudier son comportement, mais sur la base d'une connexion et d'une écoute constante. On peut aussi ajouter l'équifil ou l'équifun. Ce sont de petits exercices plus ou moins complexes, souvent à pied, afin d'avoir un cheval et un cavalier polyvalents et posés en toute situation. Il y a par exemple le passage de bâches, de rideaux, de rivières. Il y a des exercices de précision à cheval ou à pied et des exercices à distance. Ça va être des exercices qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours pour apprendre à être polyvalent. Donc, pour finir ma chronique, je pense qu'il faut nuancer, puisqu'évidemment, tous les cavaliers dits classiques ne sont pas trop durs avec leur cheval ou irrespectueux, et l'équitation dite éthologique n'est pas la meilleure version de l'équitation. Aujourd'hui, ce qu'on remarque surtout de plus en plus, c'est un métissage entre ces deux aspects-là. De nombreux cavaliers et cavalières piochent ça et là des éléments afin de s'amuser et de créer au mieux une relation de confiance avec leur cheval. Merci. Merci Nantsa, c'était passionnant. Somme toute, c'est le mot qui peut résumer notre émission, en tout cas je l'espère. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et en tout cas, je vous remercie, vous, nos auditeurs, et tout particulièrement ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Oui, aller jusqu'au bout, c'est important et c'est sur ces mots que vont se clôturer notre émission. Poursuivez vos efforts, allez jusqu'au bout, donnez tout. La motivation, c'est dans la tête, le sport, c'est dans le corps. Prenez soin de vous. Et je sens que déjà demain, vous serez plus forts. Allez, ciao les amis, c'était la RDLC au complet. Attends, vas-y, coupe. Je crois que j'ai fait une erreur. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour le bêtisier. Ah mais c'est l'heure de la récréation. Oui. Soyons performants. On retrouve... Ah, tout va bien. Attends, je fais une autre version. Dans la ligne... Ah. Oui. Même... À l'image de Usain Bolt avec son chrono de 9 secondes 56 sur 100 mètres qui a donné lieu à une réévaluation des limites de la vitesse humaine de la part des physiologistes. Putain, les derniers mots en plus. Ça n'enregistre pas? C'est pas sérieux. Faut juste que j'étais pas sur la mauvaise page, vous voyez. Hein? Quelle mauvaise page? Non, en fait, j'avais pas le wingsuit sous la main. Toi, c'est ton problème, Rémi. Donc voilà, mais du coup, c'est bon pour le premier où je rigole et je dis n'importe quoi. Parce que je sais que c'était un peu l'impro. Donc ça va ou pas pour le premier? Merci Sacha pour ces précisions techniques. Et maintenant, place à Mathéo et Elijah qui vont nous parler de sport dont vous ne... Non, attends, je recommence. Ah, attendez, je recommence. Ok, coupe pas, c'est pas grave. Alors. Attends, juste, je relis. Vous bénéficierez. Putain, c'est dur à dire. Vous bénéficierez. Arrête. Vous bénéficierez. Ok. C'est à moi là encore. J'ai encore une petite partie. On a aussi comme sport... Oula. Après, c'est de leur faute quand même. C'est court un peu ce que je dis, mais... Je l'ai pas préparé à l'avance, donc... Non, c'est super, les gens. Bravo.